Du docteur qui se fait piquer par des milliers de moustiques à celui qui se fait implanter une oreille sur le bras en passant par la menthe religieuse qu'on habille en Prada, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, nous vous faisons découvrir 10 expériences étranges réalisées par des scientifiques. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Stellark est un artiste australien connu pour ses expériences d'art corporel, dans lesquelles il mêle le corps biologique à des composants électroniques, soutenant la thèse que le corps humain est perfectible et que, sans les outils technologiques, il demeure obsolète. Se rendant compte qu'il était suivi par des milliers d'internautes, Stellark a eu une idée révolutionnaire. Celle de se faire greffer une oreille dans le bras pour que tous ces gens-là puissent suivre à la seconde près tous ses déplacements. Ainsi, il a eu recours à la chirurgie pour qu'on lui insère une structure en biopolymère dans le bras, en comptant également sur la culture cellulaire, afin que l'organe lui soit greffé correctement. Mieux encore, Stellark a prévu de rendre sa troisième oreille interactive et d'équiper celle-ci d'un micro connecté et d'un GPS, et de la connecter ainsi en permanence à Internet, afin que ses internautes puissent suivre à la trace. Je ne sais pas ce qui lui a mis la puce à l'oreille, mais son idée est absolument insolite. Aujourd'hui, le directeur du laboratoire des anatomies alternatives à l'université de Curtin a déjà créé un exosquelette, inséré une sculpture dans l'estomac et utilisé un troisième bras robotisé pour écrire. À l'heure qu'il est, il doit certainement se sentir un petit peu décomposé et patraque par moments. Mais ce qui compte pour lui, c'est de faire avancer la science. Et même s'il sacrifie son corps et qu'il se modifie comme bon lui semble, sa détermination, elle, reste inébranlable. La NASA est à l'origine de plusieurs expériences scientifiques extraordinaires qui ont révolutionné l'humanité. Et vers la fin des années 80, des chercheurs se sont lancés dans un programme aussi ambitieux que surréaliste. Celui de créer un système écologique artificiel clos et d'y vivre pendant 2 années entières. Les chercheurs voyaient dans cette expérience un archétype pour un écosystème viable destiné à être reproduit quelque part dans l'univers. Ainsi, on a créé en plein milieu du désert, près des monts Santa Catalina, le plus grand système écologique fermé du monde. Cette expérience très particulière a été baptisée Biosphère 2 en considérant que notre planète est la Biosphère 1. Sous le dôme de la gigantesque structure ont été placées des plantes, des animaux, ainsi que 8 personnes qui devaient vivre durant 2 ans dans plusieurs hectares de serre, coupées du reste du monde dans une paroi de 14 mm de verre trempé et une chape souterraine de plusieurs centaines de mètres carrés. La biosphère abritait plusieurs reconstitutions de l'écosystème. Une forêt tropicale, un océan avec son récif corallien, une mangrove, un désert, une savane, un marais, des hectares entiers réservés à l'agriculture, des animaux, des quartiers, des logements et tout ce qui était vital et nécessaire à la survie. L'atmosphère devant rester impénétrable tout au long de l'expérience, les scientifiques qui se sont portés volontaires pour la mission ont dû assurer leur autonomie alimentaire en cultivant eux-mêmes leur nourriture grâce aux plantations. Les chercheurs avaient pour objectif d'étudier chaque modification climatique ou biologique affectant les différents biomes reproduits dans la biosphère. Mais au fur et à mesure que le temps passait, les habitants de la sphère remarquaient que l'oxygène baissait graduellement. Cela faisait souffrir les animaux à tel point que certains en sont morts. Suite à cela, les scientifiques ont commencé à leur tour à souffrir du manque d'oxygène, et beaucoup sont tombés malades. S'est ajouté à tout ceci une prolifération incontrôlable de colonies de cafards et d'autres nuisibles qu'il leur a fallu contenir. Finalement, le projet a été avorté en raison du problème de recyclage de l'air. Les personnes qui vivaient à l'intérieur ont également souffert de faim, de soif, du manque d'oxygène, et les tensions que cela a générées n'ont pas aidé. Comme si cela n'était pas suffisant, la NASA, quant à elle, a beaucoup été critiquée pour son inutilité d'une telle expérience et surtout pour le coût faramineux de 200 millions de dollars que le projet a nécessité. Aujourd'hui, les scientifiques sont peut-être sortis bredouilles et lessivés d'une telle expérience, mais ils ont au moins le mérite d'avoir prouvé à la communauté scientifique que recréer et maîtriser un écosystème autonome sur Terre relevait d'une difficulté qui les dépassait complètement. Alors que des chercheurs de l'université de Bath étaient tranquillement en train d'uriner dans les toilettes de l'établissement, ils eurent une idée pour le moins lumineuse. Uriner peut parfois durer longtemps, assez longtemps apparemment pour que ces chercheurs décident d'inventer une pile à combustible microbienne qui transforme l'urine en électricité. Oui, les meilleures inventions sont visiblement nées au fond d'une cuvette. Pour mener à bien leur projet, les chercheurs ont dû collecter des litres d'urine et les emmener au laboratoire. Ainsi, leur plan était d'utiliser les processus biologiques naturels des bactéries électriques pour transformer la matière organique en énergie. Une seule pile de 6 cm² serait capable, selon eux, de générer 2 watts par mètre cube. Suffisamment d'énergie pour recharger un téléphone portable. Et comme un adulte produit en moyenne 2 litres d'urine par jour, soit environ 40 000 litres dans la vie, ce n'est pas la matière première qui manque. Ils baptisèrent si joliment leur technique le P-Power, la classe. Bon, pour aboutir à un résultat palpable et surtout durable, il leur faudra certainement uriner plusieurs centaines de fois par jour.
Au pire, si cette technique ne connaît pas de succès escompté, ils auront de quoi recharger leur propre smartphone gratuitement. Il est vrai que vouloir savoir ce qui se passe après la mort est le fantasme de nombre d'humains. Mais de là à vouloir ramener les morts à la vie, il faut être soit audacieux, soit déséquilibré. C'est justement ce qui est arrivé à Giovanni Aldini, qui pendant longtemps a été passionné par l'affaire du meurtrier George Forster. Ce dernier avait subi la peine capitale pour avoir tué sa femme et son enfant. Le physicien italien s'est alors fixé une idée dans la tête: ramener le meurtrier à la vie. Et pour cela, il n'a pas hésité à montrer ses expériences au grand public. Ainsi, le physicien a placé des électrodes sur plusieurs endroits du corps du mort pour faire circuler l'électricité. Une technique communément appelée le galvanisme. Celle-ci consiste à contracter les muscles du corps à l'aide de décharges électriques. Giovanni Aldini découvre alors que certains des muscles de Forster se sont mis à bouger et que celui-ci a même ouvert un œil. Mais l'expérience a été un tel fiasco que personne n'a voulu la reproduire. Giovanni a finalement abandonné l'idée après s'être rendu compte que Forster n'avait pas été ramené à la vie. On raconte que Giovanni s'est tourné ensuite vers la peinture sur toile, plus joviale et plus terre-à-terre en effet. Les pigeons sont certes des animaux intelligents et pendant longtemps, ils ont servi les hommes en tant que messagers. Eh bien, il semblerait que cela n'ait pas été suffisant pour les scientifiques chinois du Centre de recherche sur la robotique et l'ingénierie de l'Université de sciences et technologies de Shandong, qui espèrent obtenir bien plus de ces pauvres petites bêtes. Ils veulent créer des pigeons télécommandés. Oui, des vrais et télécommandés qui plus est. Concrètement, ils ont implanté dans les cerveaux des pigeons des micro-électrodes, lesquelles permettent de stimuler plusieurs parties du cerveau afin de les contrôler. Cela paraît fou, n'est-ce pas? Eh bien, figurez-vous qu'en 2007, ils ont réussi à mettre au point le premier pigeon télécommandé. Un pauvre animal qui répond sagement aux instructions communiquées par ordinateur, qui plane, vire de bord, va de gauche à droite, conformément aux souhaits des scientifiques. Bref, ils arrivent en un clic à orienter et à contrôler tous les mouvements directionnels de l'oiseau comme s'il s'agissait d'un robot. Prodigieux. Le hic dans l'histoire, c'est que ces soi-disant chercheurs se sont broyés les neurones pour pouvoir contrôler celle d'un petit oiseau inoffensif. Et dans quel but? Eh bien, ils sont incapables de vous dire les fins de ce projet si ambitieux. Toujours est-il qu'aujourd'hui, ils se sont tournés vers les souris. Il ne reste plus qu'à prier pour qu'ils s'arrêtent là et qu'ils ne passent pas aux humains. Un petit pas pour l'homme, diraient certains, mais qu'en est-il de la dignité et du respect des animaux impliqués? En étudiant la vie des insectes et des menthes religieuses en particulier, les chercheurs de l'université de Newcastle ont eu l'idée de soumettre ces dernières à une expérience insolite, à la limite du déraisonnable. En effet, afin d'étudier la vision stéréoscopique de ces insectes complexes et par la suite pouvoir utiliser les résultats à des fins plus poussées, ces chercheurs ont habillé les menthes religieuses de minuscules lunettes 3D. Cette expérience permettrait selon eux de simplifier les algorithmes régulant la perception chez les robots. Pour cela, les chercheurs ont collé sur les yeux de l'insecte à l'aide de cire d'abeille 2 minuscules fragments de lunettes 3D. Les menthes ont ensuite été placées dans un petit cinéma pour insectes dans lequel était projetée la vidéo d'une proie qui donnait l'illusion de se tenir devant la menthe religieuse, comme lors d'une projection 3D normale, pour humains plus précisément. Les insectes, croyant qu'il s'agissait d'une vraie proie, sont tombés dans le piège et ont tenté de l'attraper avec leurs pattes. L'expérience leur a en effet permis de réaliser que la perception de ces insectes était très différente de celle des humains. Ils ont constaté que les menthes religieuses ne se préoccupent pas des détails d'une image, mais se contentent de regarder ce qui est en mouvement, tandis que l'homme est plus performant sur les images fixes. Arriver à habiller toute une armée de menthes religieuses de minuscules lunettes 3D et surtout les convaincre de rester sagement assises durant la séance cinéma, cela n'a pas dû être facile pour eux. Mais au moins, ils ont pu sortir de cette expérience avec l'espoir qu'un jour, la vision stéréoscopique d'un aussi petit insecte puisse être appliquée sur les robots tels que les drones. À la fin du XVIIIe siècle, le café était encore une boisson assez peu connue. Il venait à peine de faire son entrée en Europe, les gens en buvaient mais personne ne savait exactement ses bienfaits ou ses effets secondaires. Chose qui a particulièrement intrigué le roi Gustave de Suède, qui a voulu tenter une expérience farfelue pour en savoir plus sur les effets de ce nouveau breuvage venu de l'autre bout du monde. C'est ainsi qu'il a tout naturellement pensé à 2 jumeaux condamnés à mort pour jouer le rôle de cobayes. Il leur proposa alors un marché, leur épargner la pendaison contre un emprisonnement à perpétuité, à condition qu'ils ingèrent chaque jour l'équivalent de 3 grands pots de café pour l'un et de thé pour l'autre. C'est ainsi que les scientifiques ont procédé pour satisfaire la curiosité de leur roi. Le seul souci dans cette expérience relativement simple, c'est que l'étude a duré tellement longtemps que les scientifiques qui suivaient l'étude sont morts avant les prisonniers. Et le roi Gustave a sûrement dû s'abstenir longtemps avant de boire son bon café, de peur de se faire du mal. Mais finalement, c'est le prisonnier qui buvait du thé qui est mort en premier. Notre ami Gustave III a ainsi pu prendre du café pour ses petits déjeuners, mais pas pendant très longtemps. En effet, l'ingénieux souverain est mort assassiné par l'un de ses militaires. S'il avait su, je suis sûr qu'il aurait préféré mourir d'une overdose de café.
Donner son corps à la science est un acte très louable, que certaines personnes souhaitent effectuer après leur décès. L'homme que nous allons voir aujourd'hui a souhaité faire de même, à un détail près. Perran Scott Rossest est un entomologiste-chercheur qui travaille depuis plusieurs années à l'université de Melbourne, en Australie. En Australie, comme dans plusieurs parties du monde, il existe plusieurs espèces de moustiques qui agissent comme vecteurs de maladies et de virus. Alors Perran a décidé d'offrir gracieusement son bras à la science afin d'y effectuer plusieurs tests. On ne sait pas quelle mouche l'a piqué celui-là. Enfin, ce n'est pas exactement d'une mouche dont il s'agit. Le chercheur a décidé de se laisser piquer chaque jour par une horde de moustiques pour avancer sur ses recherches et enfin trouver un moyen de lutter contre le virus de la dengue et ainsi stopper sa propagation. Pour cela, il glisse son bras à l'intérieur d'une énorme boîte qui abrite environ 5000 petits suceurs de sang infectés. L'objectif de cette expérience est de leur transmettre le Wolbachia, une bactérie qui freine la transmission de la dengue. Cette bactérie sera ensuite transmise de génération en génération, ce qui conduira à bloquer totalement la transmission de la maladie. Inutile de préciser que chaque jour, le docteur perd environ 16 ml de sang et sort de l'université avec un bras gonflé et très irrité. De ce que l'on sait, l'étude n'a pas encore révélé de résultats, mais ce qui est sûr, c'est que le docteur Perran n'est pas prêt à baisser les bras. Au contraire, il est bien plus motivé que le premier jour. Alors que pensez-vous de ces expériences insolites? Dites-nous dans les commentaires laquelle trouvez-vous la plus étrange. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus.